Cher Hubert, alors je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Bonsoir Mike. Parce que ça fait des années que je tends, je vous tanne en disant ouais, il faut écrire quelque chose. Vous avez tant de secrets, et des affaires que nous connaissons tous, et il faut un jour ou l'autre que la vérité passe. Oui, je pense que le temps est venu. J'ai beaucoup hésité. J'attendais une certaine conjoncture. En fait, mes souvenirs professionnels, j'ai commencé à les écrire en 2007, 2008. Et puis après, j'ai dû me consacrer à survivre. Parce que comme je décris attentivement dans mon livre, l'état profond m'avait totalement détruit. Parce que l'état profond, c'est une structure qui n'est pas du tout imaginaire. Elle est réelle. On la détecte quand les choses ne fonctionnent pas normalement. C'est-à-dire quand vous êtes face à des événements hors normes, la police ne travaille pas normalement, la justice ne travaille pas normalement, et les médias encore moins. C'est-à-dire que vous êtes dans une espèce de monde parallèle, de monde hors norme, dans lequel rien ne fonctionne comme il le devrait. Donc moi, j'ai été pris dans cette mécanique à partir de 2002. Donc j'étais dans la police depuis 83 et mon livre, mon premier livre, hein, parce que j'aurais matière à en écrire 3 si ce n'est 4, mais j'ai décidé de rassembler mes souvenirs dans 2 tomes. Donc le premier, il est assez autobiographique, mais pas simplement, parce que j'ai tenu à décrire précisément mon parcours. Le problème, c'est que quand vous êtes attaqué par ces gens, par cet état profond, on mouline votre existence d'une façon totalement caricaturale. Je prends un exemple concret et tragique. Robert Boulin, au moment où il a été retrouvé noyé, il était dépressif, il était l'objet d'une campagne Robert de Boulin, presse. qui était un ministre important. Alors, un ministre très important. Qui aurait dû être Premier ministre, peut-être. Voilà, il était ministre quasiment sans interruption depuis 1961 ou 62. Il avait juste une interruption, il y a juste de 74 ou 76, il n'est pas ministre dans le premier gouvernement Chirac, mais après, sinon il a été ministre sans interruption. C'est un homme qui avait une certaine envergure, parce que c'était un vrai gaulliste, hein, qui avait fait il avait fait la résistance, il était né en 1920, donc il était résistant à 22-23 ans. Il avait une très grande aura dans sa région de Libourne, dans le Bordelais. Et il a fait quasiment de très nombreux ministères, les relations avec le Parlement, le budget, et au moment où on le retrouve noyé dans les temps de Hollande, en forêt de Rambouillet, il est ministre du Travail de Giscard d'Estaing. Et on explique qu'il s'est suicidé parce qu'il allait être victime d'une campagne de presse pour le terrain de Ramatuelle. Tout ça, c'est parfaitement faux. C'est une sauce médiatique qu'on met pour expliquer un assassinat. Et on a vu la même chose avec Bérégovoy, où on a dit il était dépressif à cause du prêt Pelat qu'il n'arrivait pas à rembourser, 1 million de francs qui l'ont rendu malade, etc. Donc il y a un accompagnement médiatique pour justifier ce qui est injustifiable quand on regarde de près les faits. Alors, moi j'ai été victime de cette histoire-là, à mon humble niveau, hein, où j'étais commissaire principal, quasiment divisionnaire au SGDN, et où j'étais pris dans une moulinette médiatique, où on a braqué mes prises de position qui étaient confidentielles sur le 11 septembre. Donc on a mis le focus sur, voilà, il a soutenu Thierry Messant sur le 11 septembre, ce qui était faux. D'ailleurs, j'ai eu un procès dans la 17e chambre correctionnelle en 2004 qui m'a donné raison, mais personne n'en parle. C'est-à-dire que dans ce procès, on a prouvé que je n'avais pas trahi de secret défense, que je n'avais pas trahi de secret professionnel, que j'avais commis aucune faute grave, mais que j'ai été victime de journalistes qui étaient là mal intentionnés pour me faire trébucher. Et c'est après ce jugement, et à la fin de mes sanctions, que j'expliquerai dans mon 2e livre, que j'ai pu retrouver un poste. Mais comme j'étais un commissaire encombrant, parce que j'avais trop de secrets d'État sous le bras, eh ben, on a décidé d'envoyer un agent de la DST pour me piéger. Et je décris ça très attentivement, très précisément dans mon livre. J'explique comment cet ancien gendarme est venu me proposer de travailler avec lui
sous le sceau du secret défense, alors que j'étais commissaire à Palaiseau. Il est venu proposer une collaboration dans le secret. Alors, ma faiblesse, ça a été d'accepter de travailler avec lui. Mais il m'a dit, mais ne t'inquiète pas, c'est dans le secret, tout va bien se passer, on est couvert, etc. Eh bien, pas du tout, parce que c'était un piège qui avait le seul objectif, c'est de me mettre hors circuit, de me décrédibiliser. Ça démontre que lorsqu'on commence à fouiller dans des affaires Bien sûr. Qui ne sont pas très bons, Bien sûr. Bien sûr. Derrière, l'État profond agit. Ah ben, il agit, et alors il agit avec un cynisme à toute épreuve. C'est-à-dire que les gens que vous voyez en face de vous en leur disant « Allez, ça c'est un mug. Ah non, 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 pas du tout, ça c'est une cocotte minute. Ah bon, ça c'est blanc. Ah non, non, c'est gris. » Bon, on est en affaire à des gens pour qui on sent bien qu'il y a des directives qui ont été données et qu'ils sont soumis à une pression évidente. Moi, je l'ai vu, par exemple, dans mon cas, où je suis arrêté un matin, je décris ça précisément dans mon livre, où les bœufs-carottes essayent de m'impliquer dans un réseau où je connaissais personne. Je ne connaissais personne, sauf le gendarme, tout juste si ce n'était pas moi le chef du réseau. Et quand je suis, au bout de 48 heures de garde à vue, présenté à la juge de liberté et de la détention, elle voit le dossier, elle me dit, bon, ben, vous allez ressortir. Ah non, non, le procureur dit, non, non, nous avons reçu des instructions du cabinet du ministre, c'était Guihan qui me fait, parce que Guihan est un sacré personnage hein, dans l'État profond. Ancien ministre de l'Intérieur. À mon sens, c'est un pivot central de l'État profond, Claude Guihan. C'est pas n'importe qui, c'est un pivot central. Donc le substitut dit, non, 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 mais on m'a appelé du cabinet de chez Guihan, cet homme est très, très dangereux. J'avais l'impression d'avoir tué 10 personnes, hein, alors que quoi, j'avais donné des éléments à un gendarme qui m'avait prêté en 2-3 fois 1 000 €, vous imaginez l'histoire, et au même moment, lui, M. Guéant, il détournait 500 000 € des frais d'enquête et de surveillance du ministère de l'Intérieur. Alors, cher commissaire, ouais. Vous avez été RG aussi dans un département oui, qui était celui de Mitterrand. Bien sûr. C'est de là... Enfin, en revoyant ma carrière attentivement, j'estime même que la source de mes ennuis est dans mon poste précédent. Bon. Parce que dans mon poste précédent, je décris tout ce que j'ai fait pendant 3 ans et demi au Havre, qui était un poste absolument fabuleux. C'était un poste extraordinaire. Et les RG en eux-mêmes étaient une police extraordinaire. C'est-à-dire que c'était un service de renseignement ancien. Et comme j'explique qu'il y avait une culture du renseignement humain, c'est-à-dire qu'on avait déjà des fichiers, mais qui étaient considérables. En France, les fichiers DRG, ça devait représenter plusieurs millions de dossiers. Millions de dossiers. On connaissait quasiment la vie de tous les hommes publics depuis leur jeunesse, leurs études, tous leurs contacts professionnels. Je ne parle pas des dossiers collectifs qui étaient sur les entreprises, mais qui aussi étaient très intéressants. Il y avait des dossiers sur les sectes, sur les groupuscules, sur les mouvements royalistes d'extrême gauche, d'extrême droite. Il y avait une documentation absolument considérable. Et puis, il y avait une façon de travailler qui n'existe plus du tout avec la DCRI puis la DGSI, c'est-à-dire de savoir traiter des sources humaines, de se fidéliser à un réseau de renseignement, un réseau d'informateurs. Et moi, les services avec lesquels je travaillais, Le Havre, très gros arrondissement, la Nièvre, département sensible, ensuite j'étais à la direction centrale quelques mois, je voyais que notre force résidait par l'importance des sources que nous avions. Alors, les sources que nous avions, c'était des syndicalistes, des agriculteurs, des patrons d'entreprise, mais aussi des concierges, des facteurs, des employés, toutes sortes de gens qui venaient nous apporter de façon informelle du renseignement. C'est-à-dire qu'avec nous, la grande différence avec la police judiciaire et avec la DST, c'était que la police judiciaire, elle travaille sous les contraintes du Code de procédure pénale et la DST, elle travaille sous les contraintes du secret défense. Ce sont des procédures rigides, classifiées, normalisées. Au RG, il n'y avait absolument rien de tout ça. On travaillait sous le confidentiel, voire quand on traitait des sources sous le secret défense, mais les gens venaient nous voir en toute liberté, en toute décontraction. Moi, j'ai reçu des tas de gens, et une fois qu'on reçoit les gens, on les évalue, on examine est-ce que la source est valable ou pas, est-ce que c'est quelqu'un qui est pas, est-ce qu'il est mythomane ou pas, quel est son passé judiciaire, comment il est connu, et à partir de là, vous avez un réseau qui est intéressant. Moi, j'ai travaillé avec des policiers
qui venaient m'apporter des informations, avec des gendarmes qui venaient m'apporter des informations, avec des... Vous pouvez avoir des gardiens de prison, vous pouvez avoir des gardes champêtres, des maires, toutes sortes de gens. Il dit, bon, bah, écoutez, j'ai un tuyau, je ne sais pas quoi faire, bah, je vous le confie, et puis après, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Voilà. Et ça, c'est une police extraordinaire. Moi, quand je vois cette espèce d'aveuglement, l'espèce d'absence de renseignement dans laquelle semblent se débattre actuellement les services, que ce soit la sécurité publique ou les gendarmes, je suis quand même effrayé. Je me dis qu'ils n'ont plus les sources humaines que nous avions il y a 30-40 ans.